C'est activé. Je peux... Stella est là? Oui. Bonjour Stella, elle m'entend? Parfait. Bonjour, Kumba. Bonjour, Tu m'entends bien? Les dieux de l'électricité nous ont lâchés. Ah, zut alors. Donc, Okay. on est là, mais malheureusement, on n'a pas d'électricité dans la salle. D'accord. Dieu merci, au moins, il y a du encore sur les ordi. Donc, Okay. on est en train de se débrouiller avec ça. Ok, très bien. Ça va bien se passer. Comment tu vas aujourd'hui? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très, très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous. À distance. Est-ce que c'est possible peut-être de mettre quelque part où on peut voir Stella sur Facebook aussi? Si ça, c'est possible, je pense que le Facebook est juste derrière toi. Donc, à Stella, on a quelques femmes leaders avec nous dans la salle le temps que les autres nous rejoignent. Très bien, très bien. Donc, on a bonjour à tous. Bonjour, tu les vois, il y a aussi notre partenaire Magie, qui est représenté à travers un partenaire Koumali, Madame Diarra, qui est la responsable qualité. Très bien. Savannah, ok, vous allez nous dire ce que c'est que Savannah. On a Madame Sissoko Aïssata Sissé, qui est avec nous, qui est la coordinatrice du chapitre national de AOLIN, African Women Leader Network. Enchantée. Donc, il y a notre jeune sœur, Bibata Diakité, qui est à la tête d'une association de jeunes filles qui œuvre aussi pour l'épanouissement, mais qui s'occupe particulièrement des plus démunis, à savoir les veuves et les orphelins. Enchantée. Oui. Et les autres sont en retard. Donc, tout le monde est en train d'appeler, on est où, on va où. Donc, nous sommes ravis et je pense qu'à Djibril, tout le monde est sur Zoom, ça va? On a combien de personnes qui nous suivent à l'instant? Ok. Bon, on va devoir commencer, Stella. On commence, moi je suis prête. Ça te dérange d'attendre 5 minutes? Ou bien... Ok, très bien, on peut attendre, oui, ça me va. Hein, pour je vous suis. Sinon, ça va, la commémoration du 8 mars, ça continue toujours? Tout le mois, toute l'année, tous les jours. Toute l'année, vraiment, bien dit. 365 jours. Mais oui. C'est exactement ce qu'il nous faut pour avoir le changement escompté. On a besoin de célébrer les droits de la femme et de commémorer ça tous les jours de l'année. Et ça va à Bruxelles, vous avez quel temps là-bas? À Bruxelles, aujourd'hui, il y a un beau soleil, donc on voit bien le bleu des nuages. Hein? Donc, c'est une belle journée ici aujourd'hui. Awesome. Donc, nous, on a commencé ce matin notre première série de la conversation Parole-Femmes. Et on a une de nos sœurs du Cameroun d'origine, mais elle est la représentante résidente de ONU Femmes au Mali. Et on a parlé autour du leadership féminin au XXIe siècle. Et ça, c'était vraiment inspirant. Quand on lui a demandé, par exemple, pour elle, la typologie, quelle est cette femme leader typique du XXIe siècle, elle nous a parlé de beaucoup de choses. Après, elle a dit qu'elle la résume ça autour de 6 C. 6 C's, like the letter C. Tu me dis? Donc, tu veux essayer de deviner un peu un des C? Ou bien Awa? Awa, tu veux essayer de deviner un peu un des C? Je dirais courage. Courage, merci. Stella? Confiance en toi? Les 6 C, parce que quand elle a voulu définir, pour résumer, pour elle, ce leadership féminin africain en 21e siècle se retrouve autour de 6 C. La lettre C. Est-ce qu'il y a la confiance en soi? Bien sûr qu'il y a la confiance en soi. D'où le thème de ce soir. Bien sûr qu'il y a la confiance en soi. Madame Garibou, leadership. Compétence. Thank you very much. Elle a vraiment parlé de compétences. Madame Sissoko, NDC peut-être quoi à ton avis? Il n'y a pas de mauvaise réponse. On a parlé de courage, on a parlé de compétence, on a parlé de confiance en soi, on a parlé de focus. Elle a dit ça, elle a dit concentré.
Rester concentré, focaliser sur l'objectif. Donc, elle a parlé de la clarté, ce que tu vas aussi nous toucher un peu ce soir, se connaître et ne pas se mesurer, se définir à travers quelqu'un d'autre. Donc, avoir sa propre vision. Après, elle a parlé de compétences, bien sûr, si tu sais où tu veux aller, que tu n'as pas le talent nécessaire ou le savoir-faire nécessaire, il va falloir l'accueillir. Donc, elle a parlé de compétences, elle a parlé de concentration, to stay focused. Parce qu'elle te dit, quand on est leader, on aura beaucoup d'obstacles on the way. Donc, c'est à nous de rester concentrés, focalisés sur l'objectif et ne pas écouter toutes ces personnes détracteurs-là qui peuvent être. Mais tant que whenever you leading, quand tu veux, en tout cas, prendre le leadership, tu auras toujours beaucoup de critiques. Mais de ne pas aussi être fermé à ces critiques-là parce qu'il peut y avoir des critiques positives. Et tu dois être assez ouverte pour que les autres puissent aussi avoir le courage de te dire leur vérité. Donc, elle a parlé de la crédibilité. Le fait d'incarner ce que tu dis et d'avoir quand même une certaine valeur universelle. Elle a parlé de connectivité. To stay connected, d'avoir son network, son réseau, le développer. Elle a dit que les femmes, on n'est pas très bonnes dans ça. Nous, on utilise le réseau pour escalader, mais une fois au sommet, beaucoup d'études ont démontré que quand les femmes ont des positions électives, quand elles passent aux élections, en général, elles n'arrivent pas à avoir un deuxième mandat. Parce que cultiver ce réseau-là, l'entretenir, beaucoup de femmes ne savent pas le faire. Et après, elle a parlé de créativité, innover. Donc, utiliser d'autres moyens, sortir de l'ordinaire. Donc, ça, c'est les 6 C que nous avons exploré ce matin avec elle autour du leadership africain. Et quand on a conclu, c'était vraiment sur beaucoup de notes positives et d'espoir. Ok, il y a des soucis avec Facebook Live? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? C'est renversé. C'est renversé, ok, donnez-moi, je vais essayer de voir. Orientation. Ok. Donc, sinon, c'est ça. Donc, on va continuer après toi. On aura une série de conversations avec d'autres femmes et on a essayé de privilégier beaucoup en dehors de nos frontières pour pouvoir avoir d'autres expériences différentes des nôtres. Donc, nous aurons Madame Bineta Diop, son Excellence, qui est l'envoyée spéciale de l'Union africaine sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité à New York. Donc, une femme aussi pleine de ressources, avec beaucoup d'expérience et qui a beaucoup milité au sein de la société civile. Elle, on l'aura le mercredi 17. Le jeudi 18, on sera avec la représentante résidente de la Banque mondiale, Souke Nakan. Donc, il va venir aussi nous parler de leadership africain, particulièrement le leadership féminin. Qu'est-ce que ça nous inspire? Et après, je suis particulièrement excitée parce que pour la commémoration du 26 mars, tu sais que c'est le 26 mars qu'on peut considérer comme la date vraiment de naissance de la démocratie, liberté de parole, donc ça a commencé le 26 mars 91 avec la chute du régime militaire. Et tous les ans, nous célébrons, nous commémorons cette date-là. Donc, pour le 30e anniversaire, on a pu avoir l'ancienne première dame, Adamba Konari, qui est quand même une bibliothèque à elle toute seule. C'est un monument, merci. Elle est historienne, écrivain, donc qui a son mot à dire, qui a sa vision sur tous les enjeux de la cité. Donc, on aura pour le 26 mars. Ça, c'est really looking forward to that. Et on va clôturer avec les hommes. No He for She, le 27, parce qu'on se dit l'agenda, autonomisation de la femme, l'égalité entre les sexes, dans nos contrées spécifiquement au Mali, en Afrique subsaharienne, je pense qu'on ne peut qu'avancer qu'avec le soutien des hommes. Donc ça, c'est important. Ok, je pense que Djibril, on a combien de personnes maintenant qui nous suivent? Ok.
Donc, je pense qu'on peut, pour ne pas pénaliser ceux qui occupaient les places de devant, c'est peut-être mieux valable pour ne pas... Les jumeaux, soyez les bienvenus. L'électricité nous a lâchés, je pense qu'ils sont en train de travailler sur le groupe. Mais Dieu merci que les ordi avaient des jus. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas manqué l'opportunité de voir. C'est là. Peut-être que vous devez sortir. Hein? OK. Donc, c'est là. Oui. On va commencer officiellement. Merci encore pour ta patience. On a le couple de l'année, Monsieur et Bala Marito. Bala est quand même un monument au niveau du Mali concernant les droits de la femme et de la jeune fille, mais les droits humains tout court. Parce que sur tous les sujets délicats de la société, l'année dernière, il nous a beaucoup aidé et ouvert les yeux par rapport à un cas de pédophilie qui a ravagé les enfants dans une de nos communes là pendant plus de 10 ans. Donc, grâce à lui, le réseau a pu être démantelé. Et il est toujours là à côté des femmes, élever sa voix, s'indigner. Et vraiment, on ne peut pas le remercier suffisamment. Récemment, quand on sortait après à la mise en place du gouvernement de la transition, qui n'a pas respecté la loi sur 052, qui exige à ce que 30% des postes électifs et nominatifs soient réservés à l'un des sexes. Donc, sur les 25 membres du gouvernement officiel, parce qu'il y a des rangs de ministres, tu sais, dans nos pays, là, on rallonge toujours. Donc, il y a le gouvernement officiel, après, il y a les rangs des ministres. Mais surtout, ça, on n'a que 4 femmes ministres. Donc, les femmes sont sorties, on a bravé le pavé et Bala était à nos côtés. Et quand on a été reçu par le Premier ministre, il a encore pris la parole devant le Premier ministre pour vraiment demander à ce que réparation soit faite et que les femmes puissent vraiment avoir ce qui leur est dû. Donc, il est accompagné par sa charmante épouse. Très donc, bien. Qui l'accompagne. On les appelle les jumeaux. Alors, enchantée à distance. Hein? Donc, chers amis, toutes les personnes qui nous suivent au Mali, sur Facebook, Kingi Visio, on vous souhaite la bienvenue. Désolée d'avoir accusé un petit retard et j'espère que ce n'est pas très sombre parce qu'on est en train de braver les dieux de l'énergie. Vous savez, on dit qu'en voyant rien d'impossible, EDM nous a lâchés, mais malgré cela, on est chez Kingi. Donc, avec l'université virtuelle, il y a toujours des plans B et c'est la jeunesse qui est là. Donc, je pense que la jeunesse est toujours prête à suivre sa voie. Nous sommes très honorés aujourd'hui. Dans le cadre, on a un retour, ça va? Donc, dans le cadre d'une série de conversations qu'on a voulu tenir pour la commémoration du 8 mars, c'est-à-dire la Journée internationale des droits de la femme, nous avons voulu organiser des séries de conversations avec quelques leaders africains. Et cette année, ce qu'on s'est dit, c'était peut-être mieux de voir comment ça se passe ailleurs. Écouter d'autres voix en dehors du Mali, parce que c'est vrai que peut-être au Mali, beaucoup d'entre nous se connaissent, nous connaissons nos pionnières, mais c'est aussi bien d'écouter l'expérience d'autrui pour s'en inspirer. Et peut-être aussi, il y a des leçons apprises sur lesquelles nous, on peut aussi s'inspirer. C'est dans ce cadre-là que ce matin, on a commencé avec la première série de cette conversation autour de la thématique du leadership africain féminin du 21e siècle. C'est qui cette femme leader du 21e siècle? S'il y a une typologie, elle répond à quoi? Donc, on a reçu la représentante résidente de ONU Femmes au Mali, Mme Béatrice Young, et c'était assez intéressant parce qu'elle nous a amené sur plusieurs pistes pour après résumer autour de 6 C. Et les 6 C, elle a commencé, le premier C pour elle, on ne peut jamais devenir leader sans avoir la clarté de sa vision, ce à quoi on aspire. J'ai dit donc on est sur la bonne voie. Parce que la conversation numéro 2 qu'on va tenir ce soir est justement sur cette thématique-là. Comment se définir? Comment se connaître? Comment répondre à cette demande en soi, tandis qu'on est entouré par des bruits, par des influences. Donc, suivre sa voie lorsqu'on est défini par autrui. C'est sur cette thématique aujourd'hui que nous avons l'honneur et le privilège de recevoir peut-être notre jeune sœur en termes d'âge, mais notre maître
en termes de connaissances et en termes d'expérience et en termes d'influence et comment apporter le changement et impacter positivement la vie d'autrui. Donc, je suis très, très émue aujourd'hui de présenter et de recevoir Stella Bida, qui nous rejoint depuis Bruxelles, le pays de Bala. J'aurais oublié de dire ça. Stella, ça fait 10 ans qu'elle vit à Belgique. Bala était un citoyen belge aussi. Donc, voilà. Stella nous rejoint de Bruxelles. Je pense que ça fait 10 ans qu'elle vit là-bas. Elle est centrafricaine hein, d'origine, mais qui a grandi aux États-Unis et au Cameroun pour maintenant se retrouver après plusieurs années dans le monde corporate du travail. Un jour, elle a décidé d'être en harmonie avec elle-même. Elle s'est dit que peut-être, c'est pas au fond de moi, je gagne bien ma vie, je gagne de l'argent, mais quelque chose me manque. Donc, elle a eu ce courage de faire un virage de 180 degrés, tout délaisser et maintenant partir sur sa découverte, et sa découverte qui a été une aubaine pour nous toutes et tous de par le continent. Donc, c'est un privilège aujourd'hui, ma sœur Stella Bida, de t'accueillir pour cette deuxième conversation, pour qu'on puisse ensemble discuter, explorer cette voie qui est peut-être différente pour chacune d'entre nous, de comment la suivre. Alors, ma sœur, oui, comment la voie quand on est défini par tant de personnes? La voie la même, oui. C'est quoi? Comment on l'identifie? À quoi elle ressemble? Est-ce que c'est le destin? C'est quoi? Comment on sait? Parce que chez nous, on dit il y a le destin. Est-ce que la voie, c'est le destin? Mais d'emblée, on commence la conversation avec de belles questions. Donc, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de Musoya. Merci Kumba. Merci à tous ceux qui sont présents dans la salle, que je ne vois pas. Je suis vraiment présente avec vous, même à distance. C'est un honneur d'être là et de parler d'un sujet aussi important, en fait, dans une trajectoire de vie. Et trouver sa voie, c'est quoi? Kumba, tu as commencé avec de superbes questions, en fait. Et c'est pas pour décevoir déjà d'emblée, mais trouver sa voie, c'est une action et une activité perpétuelle de vie. Il faut déjà se dire qu'il n'y a pas une destination précise dans le fait de trouver sa voie, mais c'est dans le cheminement de cette vie, dans ce cheminement qu'on accumule un ensemble d'expériences qui font qu'on sait et on a conscience du fait qu'on est sur notre voie. Maintenant, je n'ai pas la science infuse hein, et je pars toujours de mon expérience, de l'expérience des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Moi, j'estime toujours que moi, je suis toujours en train de découvrir. Mais s'il y a un élément essentiel pour qualifier cette voie, c'est de dire que dans ce cheminement, on est dans un état où on se regarde dans la glace et on a conscience du fait qu'on est en alignement entre qui on est, qui on sent qu'on est et ce qu'on projette envers les autres. Donc, voilà, c'est déjà pour commencer. Ce n'est pas une destination en soi, mais c'est un voyage. Mais on reconnaît comment qu'on a un besoin de l'identifier, de savoir c'est cette voie qu'on suit. Est-ce qu'il s'agit d'une seule voie ou c'est plusieurs voies? Comment on se retrouve? Parce que ça, en temps, il y a un peu de confusion. Je me dis, ah, moi, je pensais que tu allais nous dire, c'est cette voie que tu dois prendre. Mais s'il y a plusieurs, alors on prend laquelle avant laquelle? Parce qu'il va de soi qu'on ne peut pas prendre toutes les voies en même temps. Oui. Non, c'est une super question. Et je vais partir, pour répondre à la question, je vais partir de mon expérience personnelle. Hein. Et je pense qu'on a tout un chacun ce moment où on peut arriver à un moment où on ressent qu'on n'est pas en train d'utiliser ses pleines compétences, son plein potentiel, ses pleines capacités. Et ce ressenti, c'est dans les interactions avec les autres, l'interaction avec notre famille, nos communautés, les personnes de nos pays. Quand on se rend compte qu'on peut apporter une contribution supplémentaire pour améliorer notre quotidien, améliorer le quotidien de ceux qui nous tiennent à cœur, de nos communautés, là, ça veut dire qu'on est
dans un état où on n'utilise pas complètement ses capacités. Et dans cet état-là, la plupart du temps, la tendance est de se dire non, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Ah non, mais ce n'est pas à moi de le faire. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Qui suis-je pour le faire? Et donc, tous ces mécanismes, toutes ces questions ou tout le fait de déléguer la responsabilité à quelqu'un d'autre, là, c'est qu'on n'est pas forcément dans la pleine capacité de dire, OK, là, je suis sur la voie, je peux faire quelque chose, j'ai un rôle à jouer. Parce qu'en général, les gens délèguent toujours aux autres. Non, 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 non. Quand on est vraiment sur sa pleine capacité, on est conscient du fait qu'on a une responsabilité. Donc, voilà, la notion de responsabilité, c'est important. La notion de passion. Et la notion de passion. Des fois, on a une passion, on est passionné, mais on n'a pas nécessairement tous les talents qu'il faut. Donc, la voix et la passion, c'est pas la différence. Parce qu'on dit toujours, il faut suivre sa passion. Quand on est passionné à propos de quelque chose, c'est là où on va réussir. Et tu vas lui parler beaucoup plus de compétences, de ce ressenti. Oui. La passion vient où dans tout ça? C'est vraiment une super question. Moi, de mon expérience, moi, ce que j'ai compris, c'est que dans ce cheminement, il faut être ouvert à la découverte de soi. Le fait de dire, je suis ma passion, c'est un peu se dire, mais il y a un seul axe possible. Il y a un seul choix possible. Et pour moi, ça réduit la créativité. Ça réduit les possibilités. Vraiment, on est dans ce cheminement, on est dans une découverte. Aujourd'hui, ma passion peut être de vouloir entrer en discussion avec les personnes pour parler de leadership. Mais demain, j'aurais peut-être grandi dans cette passion à l'instant T et découvert que demain, non, je vais faire autre chose. Exactement, je vais reprendre mon expérience et je vais mettre au service d'une nouvelle mission. Donc, je pense que le danger… À chaque moment, être en adéquation avec soi-même et avoir le courage de s'assumer. Avoir le courage de s'assumer et de prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle on est. OK. Et il y a Moussa Bali aussi qui nous a rejoint. Oui. Donc, bonsoir, M. Bali. Merci beaucoup. Bonsoir, à distance. Revenons à toi un peu. Parce que j'ai eu l'opportunité d'écouter le TEDx que tu as fait quand après ton mariage et que tu as voulu décrocher de ton boulot et qu'il y avait toutes ces personnes-là qui te décourageaient. Et malgré ça, tu as résisté. D'abord, moi, je veux savoir quand est-ce que le déclic est venu en toi pour dire que it's not really what I'm looking for. C'est pas ce que je ressens. Et après, d'abord, se marier est un big plongeon. Et essayer en plus du mariage de décider de tout couper pour redémarrer à zéro. Donc, comment, personnellement, quelles sont les astuces, par exemple, que tu as pu utiliser pour pouvoir taire tous ces bruits-là, en tout cas te détacher et rester sereine, comme Mme Diarra l'a dit, rester concentré sur ce que ton fort intérieur te réclamait? Oui, alors, ça a été un moment important, ce moment de déclic dans ma vie. Et je pense que quand je regarde, je prends du recul par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a vraiment eu plusieurs étapes. La première étape, c'est de se dire, on ne se sent pas bien. Il y a quelque chose qui nous manque. On a l'air impuissant par rapport à la contribution. Moi, j'avais l'air impuissant par rapport à la contribution que je voulais faire dans la société. Même juste au niveau de ma famille, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui pouvaient être améliorées. Et je me disais, mais comment est-ce que je peux faire? Je sens qu'il y a quelque chose que je peux faire, mais comment est-ce que je peux contribuer avec mes capacités maximales? Et dans cette réflexion, je me suis rendu compte que, en fait, je n'avais pas peut-être tous les outils, mais surtout au niveau mental, j'avais déjà avec moi-même, je devais être constamment en dialogue avec moi-même, de me dire, Stella, cette petite voix qui dit non, mais Stella, qui es-tu? Pour qui tu te prends? Tu es trop jeune, tu ne peux pas avoir d'impact, etc. Donc, il y a vraiment eu cette étape de, oulala,
c'est une vague. On se dit, on ne peut pas y arriver. Mais le déclic est fondamental quand on se rend compte qu'on est responsable, en fait. Ce n'est pas la faute au gouvernement, au fait qu'il n'y ait pas de boulot, au fait que je sois noire, au fait que je sois une femme, non. C'est ce monde-là, je me suis rendu compte à un moment que c'est le même monde dans lequel je me disais, c'est pas possible. Et c'est ce même monde qui m'a offert les portes ouvertes pour pouvoir accomplir ce que je voulais. Donc, je pense que l'élément fondamental, c'est de se dire qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une étape où il faut être ouvert à ressentir les choses sans se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, etc. Parce que ça bloque en fait. Juste prendre du recul par rapport aux choses et estimer qu'est-ce qu'on ressent par rapport à la situation. Et une fois qu'on a pris du recul, se dire ok, je suis responsable de ça. C'est pas, ça va pas, la solution ne va pas venir de l'extérieur. Qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? Donc voilà, ça c'est vraiment les deux principales étapes du déclic. Merci, on va voir avec les gens de Facebook qui nous suivent sur la page de Moussoya et sur Kingi Visio aussi, je ne sais pas, Djibril, Awa, est-ce qu'il y a des questions? Certaines personnes veulent réagir. Je vais peut-être en ce moment-là donner la parole à Mme Diarra, Aïcha Maïga, qui est la qualiticienne chez Koumalim et qui travaille sur la marque Nestlé, qui nous accompagne aujourd'hui particulièrement à travers la vie. Donc, Mme Diarra, en tant qu'aînée, en tant que qualiticienne, une femme scientifique, donc qui a quand même des réflexions assez cartésiennes, est-ce que cette quête du fort intérieur de s'assumer et suivre sa voie, ça vous dit quelque chose? Merci, Kumba. Bonsoir, Stella. Bonsoir. Bonsoir aux autres invités que je ne vois pas qui sont en ligne. Donc, comme Kumba le disait, je suis Aïcha Maïga Diarra. Je suis responsable qualité de Nestlé Savannah. Nestlé Savannah, c'est un cluster qui regroupe 5 pays. Togo, Bénin, Niger, Mali, Burkina, et je suis basée au Mali. Donc, aujourd'hui, je suis là au nom de notre distributeur qui est Cissé Distribution, qui accompagne Kumba dans son émission. Alors, pour moi, je me dis que à travers ce voyage sans fin qu'est la vie, c'est la réponse à la question, c'est de trouver le chantier où on vit sa passion. On vit sa passion et à travers sa passion, on fédère autour de soi les ressources qu'il faut pour générer des richesses qu'on peut partager avec les autres. C'est comme ça que je réponds en gros à la question. Donc, ça rejoint un peu ce que Stella a dit, parce que quand on avait pris le thème ensemble, moi, je me suis dit, quand on a dit comment suivre sa voie quand on est défini par autrui, d'emblée, j'avais jugé l'autrui en état négatif. Mais je vois que toi, tu as très bien dit, ces forces-là, au nécessaire, au début, tu n'embrassais pas, que tu pensais même être contre ton avancement. Finalement, c'est ces forces-là qui t'ont même aidé. Et ce que Mme Diarra aussi dit, c'est qu'on ne peut pas aussi évoluer indépendamment des autres. Il faut embrasser le collectif et retrouver l'individuel dans le collectif. Donc, que sa vie ait un sens. Donc, je pense que c'est très, très bien. Mais c'est là, quand on a choisi ensemble le thème, moi, je voyais l'influence des autres lorsqu'on est entouré par autrui, on est défini par autrui. Je voyais ces autrui-là négatifs. Mais aujourd'hui, ma réflexion est diverse. Oui. Qui est l'autrui? Une belle question. Oui. En fait, autrui est vraiment, il faut voir, il y a vraiment deux espaces en fait. Il y a l'espace qui représente soi-même et il y a l'espace qui représente tout le reste. Et tout le reste constitue autrui, que ce soit la société, les influences, la culture, l'éducation, etc. Et cet autrui, si ce cercle n'existait pas, pour moi, on n'arriverait pas à se connaître. Parce que c'est dans les interactions, les synergies avec les autres et autrui qu'on arrive à se connaître, en fait. C'est comme une danse. Tant que la personne avec laquelle on danse ne met pas le pied droit ou le pied gauche de ce côté-là ou dans l'autre, on ne se rend pas compte que, tiens, dans la danse, on peut aussi reculer, on peut avancer.
Donc, c'est important pour moi de valoriser cette interaction. Et souvent, ce qui se passe, et je le constate avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est de se dire au début, non, mais les autres, j'en veux pas. Autrui, l'environnement, j'en ai pas besoin. Non, il faut se dire que c'est dans cet environnement qu'on va pouvoir impacter, dans cet environnement qu'on va pouvoir vivre ça ou ses passions. Donc, autrui est fondamental. Maintenant, il faut se comprendre, il faut se connaître, il faut être honnête avec soi-même pour être dans une meilleure interaction avec autrui. Parce que là aussi, il y a un tri à faire. Donc, oui, autrui, c'est bien, mais comme toute chose, il faut savoir mettre des indicateurs ou des mesures pour pouvoir estimer est-ce que cet autrui contribue ou pas à cette vision globale qu'on a. Ouais. Il faut se connaître avant d'interagir avec cet autrui, mais quand on ne se connaît pas aussi, alors on interagit avec caution. On va prudemment, le temps de voir et après se poser la question, est-ce que ce que je veux ou ce que je le décide en toute liberté de conscience ou c'est parce qu'il y a eu X ou Y qui m'a influé. Je pense que Mossadegh, ça serait bien peut-être de flipper la caméra et de voir Mossadegh, notre he for she, qui est toujours là à côté de nous, à côté des femmes, pour nous accompagner, pour nous inspirer, pour nous soutenir. Et moi, en tout cas, aujourd'hui, je sais plus que jamais qu'on ne peut rien faire seul. Parce que même à l'examen aujourd'hui, malgré que EDM nous a lâchés, combien de pas et d'esprit et de bonne volonté sont venus ensemble pour qu'on puisse continuer à tenir cette conversation. Et c'est le fruit aussi de plusieurs collaborations. Il y a CC Distribution qui a linké avec son client Nestlé. Il y a moi qui ai linké avec l'Université virtuelle Kingi. Il y a Kingi qui a linké avec Azalai. Donc, c'est vraiment l'union qui fait la force. Mossadegh, bonsoir. Toi, tu es à l'aise, hein? On ne t'entend pas. Est-ce que tu as appuyé sur le unmute? Oui, bonsoir, Kumba. Comment vas-tu? On aurait dû chez toi pour faire la session. Parce qu'apparemment, tu es bien éclairé, bien aéré. Et nous, on est dans le noir ici. Ah, je suis désolé. Tu as été malin, quoi. Ah, j'ai dit, mais vous savez qu'il faut que on va faire ensemble. Ah, ça va quand même. Oui, très bien, merci. Ça fait plaisir de te retrouver, cher ami. On vient de, je ne sais pas, tu as pu écouter Stella au début de son intervention sur cette thématique de la quête perpétuelle, de son bien-être, de son fort intérieur. Oui, tout à fait, oui, j'ai bien. Est-ce que tu quelque chose, tu voudrais partager ton avis là-dessus? En tout cas, d'abord, un grand merci, Kumba, de m'avoir invité sur ce plateau qui est exclusivement féminin, donc je me sens privilégié. Et puis, merci à tous les partenaires. Merci à tous les partenaires qui rendent possible ce genre d'événement. Et puis, je dirais, bonne fête des droits des femmes. Ce n'est pas une fête pour les femmes, mais c'est une commémoration de la lutte que les femmes mènent pour leurs droits, qui sont des droits humains. Et en tant qu'être humain, nous devons tous, bien sûr, défendre ces droits-là, parce que lorsque la femme devient l'égale de l'homme dans une société, dans un pays, le pays se développe et sort de l'ignorance et de l'obscurité. Voilà, donc il faut continuer à se battre pour les droits des femmes. Le sujet, c'est vrai, il est important. C'est quoi une voix, c'est quoi autrui, quel est le lien avec autrui, effectivement. Puisque nous sommes des êtres humains et que nous sommes créés pour vivre en communauté, en bande, en ethnie, en famille, en pays, en nation, forcément, on doit avoir un rapport avec autrui. Et ce rapport avec autrui, effectivement, peut être compliqué lorsque il s'agit de l'autre genre. Surtout dans des sociétés assez conservatrices, assez traditionnalistes comme les nôtres. Donc, effectivement, Stella a bien campé le sujet en disant que dans tous les cas, il faut être soi-même avant de pouvoir faire référence à autrui, quoi. Il faut être soi-même.
Et je pense que c'est ça ton combat, et ça doit être le combat de toutes nos sœurs. C'est d'abord de se définir soi-même, de savoir ce qu'on veut, où est-ce qu'on est, d'où on vient, où on veut aller. Et ça rend la relation avec autrui beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle et beaucoup plus facile. Merci infiniment et je profite aussi pour annoncer et te remercier qu'à la fin de cette intervention, Mossadegh et le groupe Azalaï nous offrent un petit cocktail pour qu'on puisse continuer la discussion et dans le cas toujours de la commémoration des droits de la femme. Parce qu'on sait que vente affamée n'a point d'oreille, donc si on ne veut pas fâcher une femme en l'affamant. Donc merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas un piège, il n'y aura pas trop de gras pour nous faire perdre la ligne. Parce qu'avec les hommes mariés, on ne sait jamais, ils ont tellement de stratégies. Merci. Donc, on va revenir à toi. D'accord. Pour parler un peu des obstacles, approfondir et peut-être des propositions de solutions encore, ou de stratégies ou de tactiques. C'est pareil, ça, tu veux poser quelques questions? Ça va pour l'instant? Oui. Ah bon, non, pas de question. Seulement, je fais... Donc, Aïssata, c'est la coordinatrice nationale de AOLIN, qui est le African Women Leadership Network. Donc, c'est l'association des réseaux des femmes leaders africaines pour la transformation de l'Afrique. Voilà, je dirais que je faisais un lien, une analogie avec la planification, y compris la planification de soi-même avec ses propres objectifs. Donc, la relation avec les autres, où on ne peut pas agir, je dis que c'est toujours une vision. C'est une vision, et là où tu peux agir, c'est là où tu fixes tes objectifs. Là où tu as le contrôle. Et c'est là où tu fixes tes objectifs et tu as le contrôle, tu agis sur ça, c'est ce qui fait que tu peux bouger au niveau de l'environnement. Donc, comme vous l'avez dit par rapport aux 6 qui ont été identifiés, c'est vraiment le courage, c'est vraiment persévérer jusqu'à ce que l'entourage, ça prend l'entourage. Donc, c'est juste cette analogie par rapport à la planification en général que j'étais en train de faire pendant toutes ces conversations. Et ça suit la même logique. On planifie toujours par rapport à ce sur quoi on a le contrôle. Et ça, c'est soi-même. Ça, je peux agir sur la problématique à ce niveau. Et en agissant sur ça, en continuant, en ne baissant pas les bras, ça se répercute. Vous êtes en train de montrer Aïssata aussi pour qu'on puisse la voir. Ok, je ne sais pas, on a la jeune génération avec nous aussi. Parce que, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Non, c'est très bien, parce que quand tu parlais, je regardais Abibata, je me disais, oui, on peut peut-être définir, s'assumer quand on a une certaine maturité ou quand on a une certaine autonomie. Mais pour la jeune fille, ce n'est pas toujours évident. Des fois, on pense que c'est sa voix, mais on n'est pas libre de la suite parce qu'on est sur l'influence ou en tout cas la tutelle de quelqu'un. Bibata, tu veux dire quelques mots par rapport à cette quête, à la recherche de soi-même? Ouais, je ne dirais pas grand-chose. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Donc, bonsoir, Stella. Bonsoir. Je dirais que, voilà, en tant que jeune génération, moi, j'aurais voulu vraiment comprendre le thème, surtout défini par autrui, donc surtout par les aînés. Donc, c'est vraiment pas... En commençant le thème par les 6C, j'en ai compris pas mal sur le thème. Surtout la confiance en soi, la concentration et la passion surtout. Donc, moi, je dirais une petite question pour ne pas trop débattre le thème. À vous et à Madame Stella, quel conseil vous allez donner plutôt à la jeune génération pour avoir plus de confiance en soi et suivre vraiment la passion? Parce que beaucoup de jeunes générations se disent qu'on n'a pas de moyens. Et il y a un moyen qui nous manque pour avancer. Ou bien le thème qui est sur l'autrui. L'autrui peut être des critiques, que ce soit positives ou négatives. Surtout si ce sont les critiques négatives, ça peut décourager un peu la génération et le groupe. Voilà. Donc, si vous pouvez vraiment nous conseiller et quel chemin pour prendre pour pouvoir avancer au jour au lendemain. Merci. Merci beaucoup. Le couple Mariko, vous voulez dire 2 mots? Ça va? Oui. Ok. Ok. Awa?
Alors, juste pour faire le lien avec la plateforme, on a une question dans le chat. On a une question dans le chat, partez-nous fort, s'il Oui, vous plaît. on a une question dans le chat public de Ousmane qui rejoint un peu l'intervention précédente, qui demande peut-on se définir sans autrui. Donc, c'est la question. Je pense que c'est quelqu'un qui doit définir sa voix, du moins, sans autrui. Et ça rejoint un peu la question précédente. Donc, c'est là? Oui. OK. Les conseils, mais avant les conseils, comment on se définit sans autrui? C'est pas lié, en fait. Oui. Alors, merci beaucoup pour ces questions. C'est de très, très bonnes questions. Et j'aime beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. Peut-on se définir sans autrui? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je veux vraiment insister sur le fait que j'estime, de par mon expérience et les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, et en rejoignant aussi ce que M. Bailly disait, c'est que sans la société, on est vraiment des êtres humains. On est des êtres humains et on est amené à interagir avec les différentes strates de notre société. La famille, la communauté, l'ethnie, le pays, etc. Et donc, on ne peut pas passer outre. Je sais qu'il y a peut-être une tendance, quelquefois, c'est de se dire non, mais je vais faire tout seul. Je ne vais pas penser aux autres, c'est bon, je fais à ma guise. Mais tout seul, on n'arrive nulle part. Et dans cette définition de soi, elle se concrétise quand on est en interaction avec autrui. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, si on se rend compte que, voilà, je me rends compte que ma passion, c'est d'être une personne qui accompagne les gens à aller vers leur pleine capacité. Tant que je n'ai pas expérimenté l'inverse ou expérimenter la situation pour vraiment me rendre compte que, mais effectivement, c'est quelque chose qui me plaît. Effectivement, j'arrive à apporter de la valeur aux autres en faisant ça. Ou alors non, oh là là, ça c'est quelque chose qui me plaît moins. Je suis plus quelqu'un qui va me mettre en back-office pour pouvoir supporter dans cette mission. Tant qu'on n'est pas confronté à ces situations-là, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que quand les gens sont extrêmes en se disant non, je ne veux plus travailler avec les gens, ou alors moi maintenant je vais faire les choses comme ça, ou mon passé je le mets à la poubelle, pour moi c'est de se dire non. Toutes ces étapes de découverte, c'est pour ça qu'il faut les accueillir. Il faut se dire mais où est le cadeau dans cette situation? Où est le cadeau dans ce challenge, dans cette difficulté? Ou alors se dire aussi quand on se rend compte qu'on aime quelque chose, le noter de manière consciente et y réfléchir un peu plus. Donc, il faut vraiment être pas seulement dans les situations et dans la réactivité, il faut aussi savoir prendre du recul. C'est pour ça qu'un des conseils ou une des techniques que j'applique souvent, que je partage souvent, c'est de se dire à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, je fais un point. Le point sur quelles sont les choses sur lesquelles je me suis rendu compte que j'ai découvert un nouveau talent, ou alors j'ai découvert une nouvelle envie, ou dans l'autre sens, j'ai moins aimé ceci, ou j'ai moins contribué à apporter de la valeur dans cela. Et en faisant ça, c'est là qu'on est dans cette découverte. Et c'est ça qui est magnifique parce que on s'ouvre à la créativité, on s'ouvre à la découverte. C'est vraiment comme rencontrer une nouvelle personne. En fait, c'est vraiment ça. On va à la rencontre de soi. Petit à petit, on découvre ses dons, ses talents, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et là où on est peut-être un peu faible, ça c'est formidable. Et là, on peut mettre en place un plan d'action. Si on se rend compte qu'il y a un gap ou un écart entre ce qu'on veut accomplir et dans cette découverte, on peut dire, maintenant, je vais prendre action de dire, je vais mettre en place, je vais apprendre à communiquer, par exemple, dans les situations de crise, où je vais apprendre à communiquer avec mes collaborateurs. Donc là, c'est vraiment, il y a tout un tas d'actions qui découlent de cette découverte de soi. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question de est-ce qu'on peut se définir. On va aller après avec les conseils. On a été rejoint par Mme Bali et Mme Kalissila. Merci quand même d'être restés malgré le fait que, parce que nous, on est dans la chaleur ici. Là, on n'a toujours pas d'électricité, mais on va continuer à essayer de faire vite. Quels peuvent encore être, si on devait parler de défis, de challenge ou d'obstacles
pour rencontrer sa voie ou aller à la rencontre ou à la découverte de ce soi, quels peuvent être certains obstacles? Ah, les obstacles. Oui, Oui, il y en a. Bon, il y a des obstacles. Et heureusement qu'il y a les obstacles, parce que sinon, je pense que ce ne serait pas intéressant. Je pense que l'un des obstacles fondamentaux, je vais parler de 2 obstacles qui reviennent souvent. Oui, 2 obstacles. Le premier obstacle, c'est de penser que ce qu'on sait sur soi est écrit sur une pierre, en fait. Que les choses sont telles quelles. Et que, parce que quand on est dans la découverte de soi, on va se rendre compte qu'il y a des choses, on ne se rendait même pas compte que c'était nous. Et il y a des choses qu'on va peut-être se rendre compte que, ah, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est… On se met à juger, en fait, ce qu'on découvre. Vous avez posé des questions? Dans cette découverte… Ah, pardon. Je ne sais même pas qui c'est. Désolée, c'est quelqu'un qui me parlait, mais je ne vois pas, je n'ai pas mes lunettes. Je sais, je vais les chercher. Ah oui, vas-y. Tu veux parler, madame? Vous voulez parler? Après elle, ok. Allez, c'est vas-y. D'accord, très bien. Donc, le premier obstacle, c'est le déni, en fait, dans la découverte de soi. Parce qu'on va découvrir des choses peut-être humainement où on se dit, mais oh là là, mais je réagis comme ça. Oh là là, mais j'ai tel obstacle. Oh, mais pourquoi est-ce que je me mets à juger les gens? Et en fait, dans cet obstacle-là, de dire, oh là là. C'est facile d'accepter ces défis-là en soi. Oui. Ça demande beaucoup, beaucoup de maths. Ah oui, il faut beaucoup de courage de se dire, oh mon Dieu, mais moi aussi, je suis comme ça. Et dans cette découverte, il faut savoir qu'on est juste des êtres humains. Il faut accepter. Il faut être dans l'acceptation et après, dans la prise d'initiative. Donc ça, c'est la première chose, en fait. Et je suis passée par là. Les choses que j'ai découvertes de moi, je dis, mais oh mon Dieu, je suis un monstre. Mais non. Comme quoi, par exemple? Quoi, par exemple? Il y a tellement de choses. Je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre l'exemple de… Ah oui, j'ai découvert à un moment que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup interagir avec les gens. J'étais une people person. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup interagir avec les personnes. Et dans cette découverte, j'étais totalement dans le déni parce qu'au départ, je me disais non, je suis quelqu'un d'indépendante, je n'aime pas travailler, enfin, je suis quelqu'un qui est tout à fait capable de travailler avec les gens, je n'ai pas besoin des autres pour pouvoir avancer. Et c'est un peu cette culture que nous donne des fois la société, de dire oui, mais toi, tu es quelqu'un qui peut travailler tout seul, tu n'as pas besoin des autres, tu es quelqu'un de forte, etc. Et dans cette découverte, je me suis rendu compte que mais j'adore les gens, j'adore aider. Et donc, j'ai dû me dire oui, j'ai dû accepter qu'il n'y a rien de mal à devoir aimer les autres, à vouloir prendre des nouvelles des gens, à être quelqu'un qui aime interagir. Et surtout, en fait, j'ai une formation en informatique en tant qu'ingénieur. Et la culture dans cet environnement, c'est de dire, je peux faire tout seul. Et en tant que femme, en plus, ça, c'est une autre couche, mais j'ai dû accepter que non, l'un ne va pas sans l'autre. Mais ça, c'était mon environnement, c'était ma culture, c'était ce dans quoi je baignais. Et je me mettais à juger, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est machin. Mais dans cette découverte de moi-même, j'ai dit, Stella, accepte que tu es quelqu'un d'humaine. Et il n'y a rien de mal à ça. Tu peux être et ingénieur et humaine. Et quand on accepte, c'est magnifique. Donc ça, c'est le premier gros challenge généralement qui vient. Je pense que le deuxième challenge dans la découverte de soi, c'est de se rendre compte que pendant qu'on change, pendant qu'on est dans ce cheminement-là, on se rend compte que notre environnement n'est pas toujours d'accord avec la nouvelle personne qu'on devient ou alors la nouvelle personne qu'on découvre. Et le ça soutien n'est pas automatique. Oui, ce n'est pas automatique. Exact. Le soutien n'est pas toujours automatique. Et il faut être dans une situation où, encore une fois, il faut savoir accepter les choses. De se dire, les gens, ils ont été habitués à nous d'une certaine manière. Et c'est là où notre rôle est important. Encore une fois, il faut prendre responsabilité de telle sorte que la façon dont on communique avec les autres dans ce cheminement et dans ce changement
ne heurte pas. Et quand je dis ne heurte pas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas heurter, mais au moins prendre responsabilité des techniques de communication qu'on va utiliser dans ce cheminement. Et pas juste dire, c'est bon, j'ai changé, je suis superwoman, si vous ne voulez pas me suivre, tant pis. Non. Encore une fois, on est là pour collaborer et communiquer avec autrui. Donc, il est important dans ce cheminement de prendre connaissance des techniques pour pouvoir influencer aussi positivement les autres. Parce que le changement qu'on fait, c'est pas que pour soi en tant que leader. C'est aussi pour notre communauté, pour les emmener avec nous, pour les faire grandir avec nous. Et dans ce cheminement, l'un des challenges, c'est quelquefois de se dire, bon, il n'y a pas tout le monde qui va nous suivre. Merci. Comme on a une de nos sœurs qui doit agir, malheureusement, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas de loin. Donc, tu as la parole, ma sœur. Merci. Aïssa beaucoup. Ça, c'est ma fille. C'est même pas ma sœur. Comment vas-tu? Ça va. Ok. Ok. Elle peut continuer ou bien on pose un peu? Ok. Elle avait même déjà commencé à répondre à la question. Moi, c'est par rapport aux limites de cette affirmation de soi. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette affirmation de soi? Surtout, on a parlé de découverte de sa personne. Moi, je voudrais savoir aussi quelle est la limite en fait, de cette affirmation de soi. C'est là, tu as compris la question? Est-ce que tu peux la répéter pour moi un petit peu plus fort parce que je n'ai pas tout entendu. Oui, elle dit dans l'affirmation de soi. C'est quoi la limite? Wow, ça c'est une belle question. Oui, c'est ce qu'elle demandait, je ne sais pas, sur Kinky Visio, Facebook, est-ce qu'on a des questions? On a des questions? Donc, Awa, vas-y. Alors, j'ai une question en anonyme. La personne demande, dans un contexte africain où les parents peuvent être assez importants dans la prise de décision, comment s'affirmer face aux contraintes du respect parents-enfants? Oui, chez nous en Afrique, surtout que les parents, c'est des liens sacrés. Les parents ont toujours raison, donc on ne second-guesse pas les parents. Donc, comment tout ceci là s'applique dans ce contexte? Comment on trouve ça? Comment on s'affirme? Comment on suit à son intuition, son destin, son fort intérieur, si tes parents ont une vision pour toi? C'est une belle question. J'aime beaucoup vos questions d'ailleurs. Merci beaucoup au groupe pour ces belles questions. Alors, je vais commencer par la première question qui parlait des limites. Donc, j'en avais un petit peu parlé, c'est de se dire, pour moi, il n'y a pas de limite dans la découverte de soi, mais il y a une responsabilité dans la manière avec laquelle on va l'extérioriser. Parce qu'en fait, en l'extériorisant, l'idée n'est pas de se dire, je vais mettre tout le monde contre moi. L'idée, c'est de se dire, comment est-ce que je vais réunir les gens autour de moi, autour de la vision en laquelle je crois. Donc, les limites, en fait, vis-à-vis de soi-même, il n'y a pas de limite dans la découverte de soi. Parce que c'est là qu'il y a toute cette créativité qui explose et qui se concrétise par des actions. Mais il y a des responsabilités vis-à-vis de la manière avec laquelle on va interagir avec les autres pour qu'au final, le résultat soit, j'ai envie de dire, pacifique. Et donc là-dessus, il faut apprendre les techniques de communication, se former, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, limite par rapport à soi, il n'y en a pas. Il faut y aller, il faut se découvrir. C'est là qu'on grandit. Mais il y a une responsabilité vis-à-vis des autres. Il y a une responsabilité en même temps aussi, tout son système de valeurs, comment on est éduqué, quels sont nos principes. Je pense que tout ça aussi, ça rentre en jeu dans l'affirmation, dans la quête de ton fort intérieur, de l'affirmation de soi. On ne le fait pas aussi n'importe comment parce qu'on est aussi un système de valeurs, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et ça rejoint un peu la problématique de ce que tu dis, la problématique de la deuxième question, qui est comment est-ce qu'on fait quand on est dans des contextes de culture, de respect, etc. En tant qu'Africaine, je sais que toi, nécessairement pas, tu n'as pas eu cette contrainte parce que tu es globetrotter, tant au Cameroun, tant en Centrafrique, tant aux États-Unis, tant en Europe. Mais nous qui sommes là, ce n'est pas évident. C'est une bonne question. Et j'ai envie de reprendre ce que tu disais, Kumba, parce qu'en fait,
j'ai eu cette problématique. C'est-à-dire que, oui, mes parents vivent aujourd'hui en Afrique, j'ai encore de la famille et même en faisant du globe-trotter, j'ai toujours ces problématiques. Et j'aime beaucoup la question parce que une des raisons pour lesquelles j'ai commencé cette découverte de soi, c'était parce que je voulais aussi savoir comment faire face à ce challenge, en fait. Comment le prendre en tant que responsabilité. Je vais partir de mon expérience personnelle. Ce que j'ai constaté, c'est que les besoins avec nos familles, en tout cas les besoins que j'avais avec ma famille et mes parents et ceux qui m'étaient chers en termes de culture, il y avait quelque chose de fondamental au fond. C'était qu'il y avait de l'amour, en fait. Il y avait de l'amour et ça, c'était la base. Et je suis partie de cette base pour pouvoir réconcilier ce que je découvrais dans la quête de moi-même. Et je parlais tout à l'heure de la communication et de la responsabilité qu'on a en communiquant aux autres. Et ça, c'était fondamental dans la manière de communiquer avec mes parents. J'étais responsable de ça. Je suis quand on est comme ça en communication, il faut être dans un état où on respecte l'autre. On respecte l'univers de l'autre. Je me suis rendu compte que si je voulais collaborer avec mes parents, il fallait que je sois en respect de la culture, ce qui est le cas. Tu avais besoin de leur argent aussi ou pas? Comment? Oui. En parenthèse, tu avais besoin aussi de leur argent ou pas? Ou bien financièrement, tu étais complètement indépendante? À ce moment-là, j'avais besoin. L'argent, pour moi, c'est oui, quand le courant vient, c'est comme ça qu'on fait, on saute. Tu as de la chance, sinon je m'aurais levé la peau danser du sabbat. Tu connais le sabbat? Le malade du Sénégal, là, tu connais? Oui, oui. On va essayer d'aller dans l'écran plus grand pour que tu puisses voir la salle. Ah, super. Et on verra aussi Mossadegh à qui on va donner la parole bientôt. Donc, c'est là. Tu vas nous dire au moment où tu as quitté, est-ce que le fait que tu étais très consciente qu'il fallait que tu vois ton approche par rapport à tes parents et les préserver et, comme on dit, respecter aussi leur environnement, leur perception, est-ce que c'était parce que tu avais aussi un besoin financier ou c'était vraiment parce que tu les respectais en tant que tes parents? Financièrement. C'est une très bonne question. Je suis africaine et on sait combien nos cultures et le respect de ceux qui nous précèdent est important. Et ça, c'est fondamental chez moi. Et ce que j'ai fait, ce qui était important pour moi, c'était de garder ce respect, cet ancrage. C'est pour ça que dans la découverte de soi-même, il est important de lister ce qui est important pour nous. Parce que sinon, dans cette communication et cette découverte et cette passion, on peut tout casser en fait. Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que c'est important. Je parlais tantôt de responsabilité. Quand on ne prend pas responsabilité, on casse les choses qui sont importantes pour nous. On casse les valeurs. On casse ce qui nous tient à cœur. Mais moi, j'avais compris que ça, c'était important. Et j'ai travaillé sur la manière de communiquer avec ma culture, mes parents, ma famille, pour qu'ils soient finalement mes meilleurs alliés, en fait. Donc, c'est valable pour les parents, mais c'est aussi valable pour toutes les personnes qui font partie de cet environnement extérieur à nous. Parce qu'encore une fois, toute seule, ça n'a pas de sens, en fait. Ok, Madame Diarra veut dire quelques mots, bien sûr. Donc, Madame Diarra, je rappelle que c'est notre partenaire qui nous aide à appuyer sur les séries de conversations que nous sommes en train de tenir dans le cadre de la commémoration du mois des droits de la femme. Elle est avec Savannah, donc elle vient de le dire, c'est la responsable qualité de toute la zone du Sahara. Okay. D'accord. Donc, moi, je voudrais mettre le doigt sur quelque chose que Stella vient de dire, le déni. Dans la recherche de savoir, il y a quelque chose qui est extrêmement important.
la connaissance de sa propre personne. Je pense qu'à un certain moment, il faut savoir passer sa personnalité à travers des grilles pour comprendre soi-même. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut trouver sa voie tout seul. Ce n'est pas possible. Personne ne peut dire je bouge mon monde tout seul dedans. Personne ne peut vivre. On est interconnecté. Exactement. Et je parle d'un problème personnel qui m'est arrivé. Parce que moi, aujourd'hui, quand même, j'ai à mon compteur 30 ans d'expérience professionnelle dans le monde de l'agro-industrie. Et avec une passion pour le management de la qualité. Mais je vous assure qu'il y a à peine 5 ou 7 ans que je me suis rendu compte que j'avais un gros défaut. Un gros défaut, malgré que j'ai toujours atteint mes objectifs, mais c'était avec beaucoup de pression. Alors, ce défaut, c'était quoi? Déjà, des gens me l'avaient dit, mais de façon très amicale, parce qu'on travaille en réseau des responsables qualité de la région. Je me souviens par 2 fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, toi, on ne va pas perdre le temps avec toi parce que tu es une perfectionniste. Le deuxième, il m'a dit, est-ce que tu sais que tu es malade, tu es perfectionniste? Mais en fait, je n'ai pas réalisé. En fait, j'étais dans le déni total de mon perfectionnisme et je ne savais même pas en fait que c'était un défaut qui pouvait... Je pense que les Anglais disent obsessif, compulsif, désordre. Alors, un matin, j'étais en train d'écouter Priorité Santé sur RFI et c'est là qu'on a dit, aujourd'hui, la maladie dont on allait discuter, c'était le perfectionnisme. Je me suis dit, mais attends, les 2 personnes m'ont déjà dit que j'étais malade. Je n'avais jamais réalisé que c'était une maladie. Et quand j'ai écouté l'émission jusqu'au bout, j'ai réalisé que j'étais vraiment malade et ça influençait de façon très négative les personnes qui avaient autour de moi, que moi je devais canaliser, les personnes sur lesquelles je devais me reposer pour pouvoir aller vers les objectifs. Donc, de là, comme elle l'a dit avant, j'ai mis en place une action pour me corriger moi-même. Parce qu'il y avait le qualificien. Exactement. Il fallait maintenant corriger. Il y avait beaucoup de pression. Parce que le perfectionniste, il se met la pression et il pression. Et à la limite, parfois, ça devient insupportable. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il n'est pas bon de rester dans le déni. Et quand j'ai dit de passer à travers sa personnalité à travers des grilles pour pouvoir se comprendre soi-même, après ce travail, il faut aller, je ne sais pas, moi, dans le groupe pour lequel je travaille, il y a le système de mentoring, de coaching, où là, quand tu découvres les lacunes que tu as en soi, il y a des aînés auxquels on peut t'adresser qui peuvent t'aider à corriger ces lacunes, à développer des actions pour te permettre d'améliorer tes performances personnelles et tes compétences professionnelles. Alors, voilà ce que je voulais ajouter pour la jeunesse. Je pense que c'est très, très bien dit. C'est important de se connaître. Oui, et moi, je pense que je connais aussi un autre perfectionniste qui est avec nous. Je ne sais pas s'il va vouloir parler, mais lui, en tout cas, son perfectionnisme ne l'a pas empêché de trouver le juste milieu aussi pour être productif et efficace et efficient. Moussa Dek. Oui, Kumba. Oui, donc tu voulais ajouter quelque chose, tu veux donner quelques conseils parce qu'on est bientôt à 18h. Hein, donc, par rapport surtout à cette jeunesse africaine, féminine et masculine, qu'est-ce qu'on peut leur laisser en tant que jeunesse métissée, fruit de plusieurs années d'esclavage, de colonisation, entre plusieurs mondes, exposés au digital. Hein, on est à l'université virtuelle du Mali. Donc, il y a beaucoup quand même, je pense, de bruit, d'interférences extérieures auxquelles la jeunesse africaine est confrontée. Comment elle trouve ça, comment elle se définit dans tout ça? Oui, très excellente question. Moi, je pars toujours du principe que pour aller de l'avant, il faut savoir d'où on vient et il faut connaître ses racines. Et je pense que cette jeunesse-là ne doit pas abandonner ses racines et cette jeunesse doit, au contraire, comme un arbre grandit en se reposant sur ses racines. Sans racines, il n'y a pas d'arbre. C'est la même chose pour un être humain. Donc, je suis d'accord avec mesdames qui disent qu'il faut se connaître soi-même avant de se déterminer et avant surtout de se déterminer par rapport à autrui.
je pense qu'on doit rester nous-mêmes. On voit les pays asiatiques, comment ils ont réussi en une génération pratiquement à sortir de la misère noire, mais tout en restant dans leur tradition. Nous, malheureusement, c'est vrai, le continent africain est un continent qui a été violé il y a 400 ans déjà avec l'esclavage. Et puis après, il y a eu les colonisations. Et maintenant, on a plutôt une colonisation économique. Donc, c'est pas évident du tout. Et on tend effectivement à importer des modèles qui ne sont pas les nôtres. Donc, moi, je préconise toujours, on l'a dit d'ailleurs, Kumba, si tu te rappelles. Vous m'entendez? Donc, la technologie veut... Vous savez, quand tu avais perdu 2 minutes, ou bien 2 secondes, je veux dire. Vous m'entendez maintenant? Je t'entends parfaitement. Apparemment, il est en train de pleuvoir aussi. Ah, ok. D'accord. Si tu t'en rappelles Kumba, on en avait parlé. Allô? Tout à fait. On en avait parlé pendant la table ronde. Tout à fait. Donc, il faut, à mon avis, qu'on revienne à ces valeurs. Hein. C'est important, pas que pour les femmes, c'est important pour nous tous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'Africains, et surtout en tant que jeunes, de replonger dans nos racines et de voir ce qu'on peut consolider. Les valeurs positives, exactement, de nos sociétés. Malheureusement, et comme dans toute société, elle n'est pas unique à la société africaine, dans toute société, il y a des valeurs négatives aussi. Et ça, il va falloir les combattre. Malheureusement, la place de la femme, pour moi, en Afrique, n'est pas sa place réelle. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faudrait améliorer. Mais sinon, pour le reste, moi, en tout cas, je conseille aux jeunes qui veulent aller de l'avant et qui veulent avoir un impact de puiser dans nos valeurs positives. C'est quelque chose et cela se fait avec beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, beaucoup de collaboration avec les anthropologues, les sociologues, les grands-parents. Donc, ne pas nécessairement dénigrer quelqu'un parce que la personne n'a pas été à l'école et penser qu'on est meilleur parce qu'on maîtrise la technologie aujourd'hui. Peut-être dans l'oralité et dans ce grand-parent ou ce villageois qu'on méprise des fois, peut être beaucoup de sources d'inspiration. Ou bien? Kumba, tu sais, Amadou Ampateba, il a fait 6 ans d'école, pas plus. Donc, c'est l'un des plus grands savants, l'un des plus grands penseurs, l'un des plus grands érudits de notre continent. Donc, je pense que l'instruction et la connaissance, c'est deux choses différentes. Et nous, effectivement, sur le continent, on a quand même perdu pas mal, même sur le plan politique. Hein. Aujourd'hui, nos pays sont dans la tourmente. Nos pays, depuis quelques décennies, ne décollent pas. C'est parce qu'on a fait du copier-coller. On a copié et on a collé un système politique pour lequel on n'est pas encore prêt et pour lequel souvent nos valeurs sont en contradiction. Donc, je pense que tout ceci doit être revu, que nous devons redevenir nous-mêmes des Africains et avoir ces valeurs positives-là, les consolider, combattre les valeurs négatives, c'est clair, moi je suis partisan de cela, et puis faire comme les Asiatiques ont fait. Les Chinois sont sortis de la misère et ils ont gardé toute leur culture. Les Taïwanais, le Vietnam est en train de sortir de la misère ou est déjà sorti de la misère, tout en gardant leur culture. Tout à fait. Je pense qu'on a beaucoup d'inspiration à apprendre de leçons qu'on peut apprendre de l'Asie. Tout à fait. Donc, Amadou Diawara est là. Je pense que tu vas venir devant mon frère pour qu'on te remercie beaucoup pour l'opportunité de nous avoir chez toi. Non, on va te remercier. J'ai la chance d'avoir mes mamans. Voilà, et ça va être difficile pour moi de parler de moi parce qu'elle m'a élevé. Non, c'est ton. C'est ce que je viens d'apprendre. C'est ce que je viens d'apprendre.
Finalement, tu vas m'appeler tantôt au lieu de danseur. Bon, ça il y a pas de problème, je pense. Mais moi, j'avais juste une petite question. Hein, peut-être on remercie tout le monde d'être venu. Et ma petite sœur qui est là aussi avec mon grand frère. Donc, ça devient compliqué, c'est une histoire de famille. Mais c'était une petite question que c'est vrai que j'étais un peu avec l'électricité. Voilà, donc on est dans une nouvelle technologie, mais on a commandé des panneaux solaires qui sont en train d'arriver, parce qu'on est ici il n'y a pas longtemps. Tout à fait. On a été le premier d'ailleurs à nous visiter, nous soutenir pour ça, on vous remercie. Mais c'était à poser à tonton directement, parce qu'on a ce complexe d'indigènes qui nous fatigue. Moi, puis, après avoir vécu au Mali, en France, et que je suis rentré, et tant bien que mal, j'essaie de me battre, de faire des efforts. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, très peu de personnes ont misé sur nous. Je pense que ma maman qui est là aujourd'hui, elle pourra témoigner parce qu'elle a été catalysée durant le Mali. Mais quand je suis rentré, j'avais peut-être moi une chance aujourd'hui, c'est d'avoir Moussabek Bali aussi, c'est vrai ce que je faisais. C'est là qu'aujourd'hui, on arrive à être là où on est aujourd'hui. Une croissance à 2 chiffres, être présent sur le Mali et pouvoir vivre de nos ressources aujourd'hui. On a changé. Et partager avec les autres. Alors ça, je ne peux pas dire, mais c'est que je sais quand même qu'aujourd'hui, on vit un peu de ce qu'on gagne en France pour pouvoir créer l'emploi au Mali. Mais est-ce que c'est cela aussi que nous, on a besoin de personnes comme Moussabek, comment eux, aujourd'hui, peuvent s'impliquer de façon publique? Parce qu'on le connaît comme grand entrepreneur, voilà, comme quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Mais comment lui, il sait qu'il va impacter aujourd'hui pour que tous les Maliens, mais aussi les Africains bénéficient? Parce qu'aujourd'hui, on est tous fiers de Paul Kagame et de Nelson Mandela. Vous avez vu dans sa photo, et certainement, c'est peut-être pas la photo de mon papa. Moussabek, donc, c'est de voir comment lui. quand est-ce que tu vas sortir de l'ombre et te partager avec tout le monde? Moi, je n'ai pas dit ça. Comment je le dis terre à terre? Moi, je n'ai pas dit ça. Donc, maintenant, là, le groupe Azala a eu beaucoup d'argent. Le Mali a besoin de progresser. Comment on peut devenir le Mali à 5 étoiles? Pour poser la question aux femmes Peuls. Non, on pose la question d'abord au mari de la femme Peul. Donc, je pense que ce que Amadou dit, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on voit les têtes pensantes, ceux qui, quand même, ont mouillé le maillot, ont pu réussir, tomber, se relever. Il y a du concret et on laisse le pays et les politiques être définis par des gens qui n'ont pas nécessairement cette vision, qui n'ont pas vraiment compris les enjeux du monde et qui n'ont même pas l'expérience et des fois même pas la compétence. Donc, après, tout le monde est frustré, mais est-ce que quelque part aussi, les Mossadegh ne sont pas fautifs? Donc, à quand la réparation? Non, mais c'est la remarque de mon fiston Amadou, mon valeureux fiston, un entrepreneur très brillant qui fait beaucoup pour le pays et pour le continent. Je profite du micro pour le féliciter et l'encourager dans cette voie-là. Sa remarque est pertinente. Sa remarque est effectivement pertinente. Quelque part, nous sommes tous fautifs de l'état dans lequel est le Mali aujourd'hui parce que nous nous sommes occupés de nous-mêmes et nous ne sommes pas occupés du pays. Et résultat des courses, voilà ce que nous avons. Maintenant, il faut réparer tout ça. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un seul homme ou d'une seule femme. Il faut maintenant que les gens qui se sont un peu détournés du pays reviennent vers le pays, comme je disais, tout en restant dans nos valeurs ancestrales positives et essayer de redresser cela. C'est une tâche titanesque, c'est comme grimper l'Himalaya. Redresser le Mali d'aujourd'hui, c'est une tâche titanesque qui va nécessiter que tout le monde s'y mette. Il faut vraiment un grand rassemblement de volonté. Et les femmes et surtout les jeunes peuvent jouer un rôle important. Parce que, Kumba, le problème aujourd'hui pour tous ceux qui se sont occupés d'eux, j'en fais partie, je le reconnais, je me suis occupé de ma carrière d'entrepreneur et entre-temps, le pays a quasiment disparu. C'est difficile parce qu'il y a aussi une jeunesse aujourd'hui qui a été plus ou moins corrompue par cette classe politique qui fait que pour essayer d'arriver aux affaires, il faut se mouiller, quoi. Il faut être sale, il faut acheter des voix. Et moi, je compte sur cette jeunesse pour changer cette donne-là. Je compte sur une jeunesse qui ne va plus vendre son bulletin de vote. Et je pense que les femmes ont un grand rôle parce que vous donnez la vie, vous entretenez la vie, vos enfants vous écoutent et je pense que
ça commence par là. Déjà, sensibiliser les jeunes pour leur dire qu'ils ont une arme extraordinaire, fantastique entre leurs mains qui est le bulletin de vote et le donner pour 5 000 francs ou bien pour quelques cartons de thé, c'est suicidaire. Voilà, c'est dommage. Donc, je pense que si on commence déjà par là, il peut y avoir espoir de voir des gens qui ne veulent pas se mouiller, qui ne veulent pas se compromettre, peut-être s'intéresser aux affaires de la cité. Donc, c'est un combat. C'est une très belle illustration à la question posée par notre fille, Aïssata Bokoum, et notre sœur aussi, parce que c'est Madame Bokoum, Aïssata Bokoum, qui demandait où est la limite. Parce que des fois, en se préoccupant de son soi et pensant que tout ce qu'on fait, c'est pour soi, sa propre famille, son environnement immédiat, on voit quand l'environnement collectif est spolié, est gâté, ça revient et ça impacte négativement. Aujourd'hui, on a la crise sécuritaire, les hôtels Azala et beaucoup d'établissements hôteliers ont dû fermer. Combien de personnes sont allées au chômage? Donc, le business que tu as mis tant d'années à construire. Hein? Donc, au moment où tu te dis, Alhamdoulilah, maintenant je vais dormir sur mes lauriers, voici tout tombe comme un château de cartes. Donc, vraiment, merci à vous toutes et toutes. Awa, je ne sais pas si tu veux dire des mots, bien s'il y a des questions encore sur le chat room. En tout cas, merci à Kingi Visio, tous et toutes celles qui nous suivent. Facebook Live, merci beaucoup. On est très heureux que vous nous suivez. Donc, Stella, bientôt, on va te retourner la parole peut-être pour clôturer. Madame Diarra, tu peux dire quelques mots? Quelqu'un dans la salle, quelqu'un? Si, j'ai une petite minute. Bien sûr, tu auras plus que 2 minutes si tu le veux. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Ah ouais. On a une question assez intéressante qui m'avait été envoyée en chat privé également. La personne dit, et si c'est autrui, c'était nous, c'est-à-dire si on a pensé, on s'est lancé une voie et qu'on pense plus tard, quelques années plus tard, qu'on s'est trompé. Donc la personne veut savoir si cette personne, c'était nous. Comment réagir? Donc, c'est là, tu peux commencer à préparer la réponse. Et si on se trompe de voie? Quand on se trompe de voie, comment on se rattrape? Parce que de voie, peut-être l'influence négative ou les questions d'ego ou peut-être d'amour même font que, parce qu'on est avec un chanteur ou un artiste, soudainement on se découvre des talents d'artiste et on veut poursuivre sa carrière. Après on dit, finalement, peut-être je ne suis pas artiste, je suis beaucoup plus écrivaine. On veut retourner en arrière, alors ça se passe comment? Donc, on va donner la parole à Mme Diarra qui veut aussi dire quelques mots. Merci infiniment, Mme Diarra, d'être avec nous. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, moi, je voudrais profiter de cette tribune aujourd'hui qui est là à cause de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme pour lancer un petit message à nos filles, à nos sœurs maliennes. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, enfin, que je pense un peu dangereux. J'ai l'impression que la majeure partie des femmes n'ont pas compris la symbolique du 8 mars. Là, ça devient, quand vous regardez les réseaux sociaux notamment, le 8 mars est associé à une journée folklorique, à une journée de fête où les femmes ne réfléchissent à rien. Je voudrais que les femmes commencent à comprendre que c'est extrêmement important. Particulièrement ce thème qu'on est en train de débattre ce soir est un thème fondamental pour nous. Trouver sa voie. Aujourd'hui, les femmes, à travers la commémoration de la journée, doivent savoir trouver leur voie. Et c'est trouver sa voie-là, ça puise de nos racines, de notre culture. Et comme je l'ai dit, il faut trouver sa voie en sachant que on n'est jamais seul. On est avec des gens pour qui on veut trouver le chemin ensemble, créer de la richesse, partager et grandir ensemble. Donc, dans ce cadre-là, on a déjà parlé du fait que pour se frayer sa voie, pour comprendre sa voie, il faut déjà se connaître soi-même. Les femmes doivent apprendre à se connaître. C'est extrêmement important. Il faut se connaître et il faut, je dis, il faut savoir refuser la stigmatisation aujourd'hui de tout ce qui, toute stigmatisation qui empêche la jeune fille ou la femme de s'épanouir. Mais je dis dans le respect de notre culture et de nos racines. Enfin, je voudrais demander à nos sœurs de montrer
plus de professionnalisme et de conscience professionnelle. Parce que pour avoir sa voix, il faut prouver qu'on est capable. Il faut prouver qu'on est capable. Et quand on est capable, ça veut dire que on a la performance, on atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer dedans, je parle au nom du monde professionnel. Mais je sais que dans le monde professionnel, les femmes ne montrent pas parfois le bon exemple. Lundi, elles sont ensemble pour telle raison, mardi pour telle raison, mercredi pour telle raison. Ça ne donne pas une bonne image. Et elles veulent se battre pour avoir les mêmes droits que les hommes. Aujourd'hui, il faut que les hommes également comprennent que le 8 mars, ce n'est pas une question de défier nos hommes. Ce n'est pas un conflit qui est là. C'est une question juste de voir à travail égal quelle est la place de la femme, quels sont les droits qu'on peut lui réserver. Il faut qu'on le comprenne, mais j'ai dit il faut que les femmes montrent vraiment qu'elles ont droit à ces droits-là. Et ceci viendra avec la sensibilisation, avec la conversation, avec l'accès à l'éducation, l'instruction, coaching, mentoring. Il faut qu'il y ait tout ça pour que les femmes puissent comprendre qu'on ne peut pas se battre par la bouche comme ça. Il faut le prouver sur le terrain. Sinon, ça va être difficile d'arracher nos droits aux action, hommes. action. Exactement. Action. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. On vous remercie vraiment. Alors, je pense qu'on peut clôturer. Kingi Visio, merci beaucoup à vous. C'est là. Donc, si tu veux bien répondre à cette question, et après, peut-être nous donner tes mots de la fin. Quand on se trompe, comment on retrouve la bonne voie? Est-ce que c'est normal ou c'est acceptable de se tromper? Alors, il y a que de belles questions, en fait. Mon avis là-dessus, c'est de se dire que il faut pas, quand on se rend compte qu'on se trompe, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a découvert quelque chose de nouveau en soi. Et il faut repositionner le mot « se tromper », je pense. Je pense qu'il faudrait repositionner avec un mot du genre « on se rend compte qu'on a découvert quelque chose de nouveau sur soi ». On se redéfinit. Et on se redéfinit, en fait. Et c'est comme les enfants. Les enfants sont tellement exquis de découvrir de nouvelles choses tous les jours. Il faut vraiment être dans cet émerveillement, en fait. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas bien, ne pas juger. Oh là là, j'ai perdu mon temps. Non. En fait, c'est parce qu'on est passé par ce passé qu'on réalise de nouvelles choses. Donc, il faut vraiment avoir une nouvelle perspective sur notre passé, nos challenges du moment, nos difficultés, parce que ce sont eux qui nous aiguillent, en fait, sur, je pense, les prochaines étapes de notre vie. Donc, accueillir, accepter et prendre du recul, vraiment. Donc, il n'y a pas de mauvaise voie, à mon humble avis. Il y a que de nouvelles étapes, en fait, dans la vie qui permettent d'avancer dans un sens ou un autre. Ouais. Puis, je pense que ce que tu viens de partager est très, très fort parce que des fois, on est ruiné et rongé petit à petit par l'amertume, par ce qu'on pense être du temps perdu ou du gâchis. Donc, voir toujours en tout, comme on le dit dans le Coran pour ceux qui sont musulmans, je suis que peut-être on le dit dans la Bible aussi, mais on dit à côté de chaque difficulté, il y a une facilité. Donc, il faut choisir de voir l'opportunité de cette facilité, de cette voie, de ce nouveau défi, de ce nouveau challenge, plutôt que de perdre son temps et se ranger sur une situation que tu ne peux plus changer. Anyway. C'est comme de l'eau versée qu'on ne peut plus ramasser, comme on le dit chez nous. Merci en tout cas, Stella. C'est un plaisir et j'espère qu'on va le refaire encore. Et on espère qu'on va te revoir à Bamako parce que tu as une connexion avec le Mali. Si je ne me trompe pas, le président de Mouda t'a remis un award, donc un trophée au nom de toute l'Afrique par rapport aux personnalités africaines prometteuses du nouveau siècle. Et le président de Mouda était à l'Union européenne pour te remettre personnellement ce trophée. Donc, tu as une connexion avec le Mali et il faudrait maintenant que tu reviennes à voir le président de Mouda en personne et partager aussi avec les Maliens et les Maliennes que nous sommes. Alors, ma sœur, qu'est-ce que tu voudrais partager comme mot de la fin? Mais déjà, un tout grand merci pour l'invitation et d'avoir réalisé ça, aller au-delà du Covid, des distances, etc.
une superbe équipe. Merci à tous. Je ne vois pas tout le monde, mais de très belles interventions. Moi, je suis honorée d'être présente aujourd'hui avec vous. C'est magnifique. Je suis très, très contente. Et contente aussi du sujet qui a été choisi pour aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est pas facile, mais j'ai été exquise, vraiment agréablement surprise des questions, des interventions, des exemples qui ont été donnés parce que franchement, c'est pas un sujet facile. Donc, je suis très, très agréablement surprise. Et je pense que le mot de la fin, ça va être d'être dans l'acceptation des choses et de se dire que tout ce par quoi on passe est juste un chapitre, en fait, vers ce vers quoi on va vraiment. Parce que ça ne sert à rien de relire l'amertume, le passé, etc. Mais voilà, on construit sur base de ce qui a été fait avant et sur base de ce que nos aînés ont réalisé. Donc, non, beau moment. Merci beaucoup pour l'invitation. Très honorée. Maintenant, Moussa Dexé l'a bien de le dire, le passé, c'est le passé. Donc, on te pardonne pour tout ce que tu n'as pas pu faire ou n'as pas voulu faire. Maintenant, c'est quoi l'espoir? C'est quoi l'espoir? Il est sur beaucoup de tableaux. Bon, moi, je ne le vois pas encore. Je ne le vois pas. Je ne le sens pas. Vous savez, quel est ton mot de la fin? Et merci encore pour tout. Et merci à Azalaï. Je sais que les temps sont durs, mais malgré cela, de nous offrir ce beau cocktail, parce que je sais que tout ce qu'Azalaï fait, c'est du bon. Tu as une contrôleuse de qualité là-bas aussi, perfectionniste à demi. Donc, merci infiniment pour tout. Merci Kumba, merci à vous tous. Merci de m'avoir eu sur ce plateau. Bravo à la conférencière, Madame Bida, bravo à Madame Diarra, bravo à tous les intervenants, aux internautes qui ont posé des questions. Félicitations Kumba, parce que je pense que ce genre d'émission permet vraiment d'éduquer, d'informer, de former surtout la jeunesse. Et à un moment, avec mon âge, j'ai vu le Mali avec quasiment pas ce genre de débat. Aujourd'hui, je vois ce genre de débat, c'est déjà, crois-moi, c'est déjà une grande avancée qu'on puisse s'asseoir et parler de ce genre de sujet qui était plus ou moins tabou avant, aussi bien au Mali que sur le continent. Donc, félicitations pour ces initiatives. Madame Diarra a dit il ne faut pas que les hommes voient la lutte pour les droits des femmes comme une menace. Pas du tout, sauf si on est un homme qui a oublié qu'il a passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Donc, je pense que c'est un combat des droits humains tout court, pas que des droits de la femme, des droits humains. Et on voit que tous les pays qui sont sortis de l'ignorance, de l'analphabétisme, de l'obscurantisme, de la violence et de la misère et du sous-développement, ce sont les pays qui ont libéré les femmes, qui ont accordé aux femmes leurs droits, tels que la Tunisie en Afrique ou bien tous ces pays en Europe, notamment les pays nordiques. Tant qu'un pays n'a pas fait cela, il est illusoire de penser qu'il peut sortir du sous-développement et de l'obscurantisme. Donc, je pense que c'est un combat, nous tous, que moi, je vais continuer à mener. Et pour faire plaisir à mon fiston Amadou, il peut compter sur moi pour les autres batailles. Merci. Donc, sur ce, merci à tout le monde et on se dit à la prochaine. Et la prochaine, c'est mercredi, le 17 mars. On se retrouve encore ici, ce Kinki, et on aura une conversation avec son Excellence Bineta Diop, qui est l'envoyé spécial de l'Union africaine sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Et le 18, le rendez-vous est pris avec Soukaina Khan, qui est la représentante de la Banque mondiale, donc directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali. Et nous allons clôturer avec une commémoration du 26 mars avec l'ancienne première dame, Adamba Konaré, qui nous a aussi fait l'honneur d'accepter de tenir cette conversation avec nous. Et pour boucler la boucle, on sera avec nos camarades de Sarah Noki Forchi le 27. Donc, Amadou Diawara, Maxime Mouyo, qui est mon ancien patron chez ONU-Femmes, qui va nous rejoindre depuis l'Ouganda. Et on aura aussi Cheikh Tidiane Diallo, et Boukapa Bala Mariko, et Jimé Kanté.
Donc, ça sera avec plaisir, le 27. Merci et à la prochaine. Merci à vous toutes mes sœurs. Merci d'être venues.